Et chanson pour Julien. Lundi échappé, mardi échappé, mercredi échappé, jeudi échappé aussi. Tout le temps échappé pour Julien. Comment ça va les copains? C'était pas la pire, hein. C'était pas la pire, non. C'était vraiment pas la pire. Attends, j'ai même pas placé mon micro. Hop là, le voilà. C'est bon. Ah, c'était pas la pire. Ouais, non, ça va Allez, très bien. Ça va très bien, c'était Joseph, et toi? c'était même une des meilleures, Polo. Ah, bah, c'était, je pense, la meilleure de celles que j'ai entendues. Robin, t'en penses quoi de ce petit chant du jour? Comme dit Polo, c'est pas la pire, mais je pense que tu peux nous faire beaucoup mieux d'ici les Champs-Élysées. Je ferai beaucoup mieux. Promis, promis, je ferai beaucoup mieux. Je vais essayer, je vais demander au chat des petites propositions de chants, je choisirai les meilleures. J'ai bien aimé un chant dans le chat déjà. J'ai failli le faire et changer d'avis, mais la proposition de Lichker qui proposait allez crocro, allez crocro, allez crocodile sur les bords du Nil. Ils sont partis, n'en Ah ouais, parlons d'accord. plus. C'est très fort. Les crocos animent le Nils Polite. Franchement, elle était très belle, donc je la chante quand même pour le plaisir et pour l'honneur de Witch. Salut à Et à la tous. fin du tour, retrouver une Une mixtape compile. avec les meilleurs sons Une compilation. Une pistake. pour passer un super mois d'août en vacances au camping d'Argelès. Pas loin de ma destination favorite qui est Saint-Cyprien habituellement. Polo le sait. Ouais, parce que c'était Euh, aussi ma destination favorite longtemps, bah oui, grâce à à toi. cause de moi. Ça reste Et ça l'est plus à cause des vacances avec Joseph, justement. Ouais, Il a exactement. changé d'avis, il a dit Saint-Cyprien plus jamais. Depuis qu'il est devenu chanteur, médiocre chanteur. Du coup, on est ensemble pour une nouvelle quotidienne, les amis. Aujourd'hui, comme vous le voyez, le programme débrief, on va évidemment parler de la victoire de Nils Polite, échappé qui est allé au bout aujourd'hui. Assez vite, on a compris que ça irait au bout. Dodo pour le peloton, qui a décidé, avec la présence d'un Deceuninck Quick-Step, en l'occurrence Julien Alaphilippe, de laisser partir cette échappée-là. On aura un débat qui va découler de la présence d'Alaphilippe. Pourquoi tant d'efforts? Est-ce que véritablement il en met trop un peu partout? Est-ce qu'il subit aussi des situations de course? On va en discuter ensemble. La preview de la 13e étape demain, sprint ou échappée, arrivée à Carcassonne, ça va être intéressant. Rétro, Robin, sur la retransmission TV, mais tu vas nous raconter quoi? On va parler de beaucoup de choses dans cette rétro. Le point de départ, c'est qu'il y a 63 ans, le 8 juillet 58, pardon, le 8 juillet 58, pour la première fois, il y avait un passage au Honda Col qui était diffusé en direct à la télévision. C'était au Col d'Aubisque. Et donc, on va parler de manière un peu plus générale de ce qui a entouré cet événement, ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu après, au niveau de la diffusion du tour à la télé. Ouais, bah, très bien, on est impatient de savoir tout ça. Du coup, ensuite, on enchaînera comme d'habitude sur la chat room et sur le quiz, alors que vous êtes déjà un peu en train de réagir sur le débat à la Philippe, qui sera, je n'en doute pas, très intéressant. Il se retrouve échappé presque par erreur, je crois. Et ben, il y a peut-être un peu de ça, Zozo, on va voir. Donc, le débrief à propos de cette victoire de Monsieur Nils Polite. Polo, ça prend des photos. Ah, on dirait que tu es un queumé en Thaïlande, là. Tu prends des petites Non, c'est pour les photos. réseaux. C'est pour les réseaux. Ah, ok. C'est pour nos Bon, fans à Polo, Pattaya. pour nos fans, je te laisse la mettre sur les réseaux, Polo. Du coup, je Ouais. demande à Vas-y, vas-y, commence avec Robin, mais j'ai entendu ta question, mais les avis de Robin sont les meilleurs, donc c'est lui qui doit commencer. Donc, victoire de Nils Polite, ça fait un moment qu'il courait après. Là, ça a été une vraie victoire en costaud, Robin. Ouais, on se rappelle tous de ce final d'étape avec Jérôme Cousin sur Paris-Nice où il s'était bien Niqué. fait avoir. Alors, C'était fait pour niquer. ceux qui ne se rappellent pas, est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce qui s'était passé? Il était devant avec Cousin et puis Cousin avait refusé de rouler, il filait pas un relais. Polite avait tout fait et s'était retrouvé aligné au sprint. Il y avait eu des gros débats, je me rappelle à l'époque, de est-ce que c'est fair play ce qu'a fait Jérôme Cousin. Il était allé chercher la victoire, il n'y avait rien à dire, hein. Et là, Nils Polite, il a fait en sorte de pas se faire avoir, de pas donner la possibilité à qui que ce soit de lui faire à l'envers. Et il est parti tout seul. Franchement, quand tu voyais la composition de l'échappée, je me disais que si certains avaient envie de le faire péter dans la petite bosse qu'il y avait dans le tunnel là, de 4 km à peu près, même si c'était pas des pourcentages incroyables, je me disais
ils vont pouvoir, je pense, faire péter Nils Politt, quoi, un peu comme Greipel. Je me disais, ces deux-là, ils vont avoir un peu de mal. C'est des gros gaillards, ils sont lourds. Et finalement, Politt, il a été très costaud. Il a bien joué le coup un peu avant pour éliminer d'autres gars, notamment à la Philippe, qui s'est retrouvé piégé. Et puis finalement, après, il lui restait. Il y avait Mesgek, il y avait Sweeney et il y avait Kung, si je dis pas de bêtises, sur le quatuor de tête. Et voilà, il leur a fait la nique en partant. Non, il y avait Herviti, pardon. C'était Ouais, Herviti, Herviti, ouais. Sweeney et il y avait. Et Kung. J'ai un petit doute. Kung, Et Sweeney, voilà. Herviti. Voilà, et donc quand il est parti, il a super bien joué le coup parce qu'il sort avec un bon punch. Et puis derrière, il y a surtout Herviti et Sweeney qui se regardent. Herviti un peu cramé, Sweeney qui est jeune et qui peut-être fait une erreur parce qu'il faut qu'il y aille lui en fait. Il avait l'air assez fort, Herviti était cramé. Et alors il a peut-être voulu la jouer à l'expérience, mais il s'est planté parce que il s'est pas rendu compte qu'Herviti ne pouvait pas boucher l'écart. Et finalement, Paul, du coup, Politt est parti. C'est bien joué. Et puis, c'est une étape pour une échappée un peu différente. On a eu des échappées en montagne, mais là, et pour costaud, là, bon, Politt était costaud, mais c'est sur une étape un peu plus facile. À 50 km de l'arrivée, Politt place une première attaque dans laquelle il est suivi notamment par Connor Swift, Paul. Et puis, effectivement, derrière, c'est lui aussi qui en remet une et qui lâche Herviti et Sweeney. Aujourd'hui, tactiquement, il a été bon parce que même son attaque du côté opposé de Sweeney qui paraissait fort, il était un peu bloqué par Herviti, est bonne. Donc stratégiquement, il est bon, mais c'était surtout le meilleur à la cuisse aujourd'hui, non? Tout à fait, Joseph, je suis d'accord. Quand Sweeney a attaqué, il n'a pas bronché. Après, il l'a contré. C'est lui comment dire, qui a déclenché, pardon, excusez-moi, les offensives aussi à 50 bandes de l'arrivée. C'était le plus fort, il l'a mérité. Et comme le disait Robin au début, c'est quelqu'un qui, quand il travaille pour ses leaders ou quand il est en échappée, ne compte pas ses coups de pédale. On se souvient aussi de ce Paris-Roubaix de 2019 où avec Gilbert jusqu'au bout alors qu'il savait qu'il y avait des chances qu'il se fasse battre au sprint, il a roulé jusqu'au bout pour aller se jouer la victoire et pour éviter le retour il me semble qu'il y avait Lampard derrière à l'époque, je me souviens plus très bien. Franck Lampard, ouais. Oh, et, okay. le copain de Robin. Et quand il s'est fait virer, je comprends. Et du coup, oui, je suis content, je suis vraiment content pour lui. J'aime bien sa tête. Et puis, comme le disait, je sais plus qui, je suis même plus sur quelle chaîne j'ai regardé le Tour de France tout à l'heure, mais le voir souffrir comme il a souffert à l'arrivée pour aller chercher cette victoire, ça fait chaud au cœur, ça humanise un peu un Tour de France qu'on a du mal à humaniser depuis le début en tout cas dans l'effort, depuis le début de ce Tour. Ouais, c'est vrai que Van Der Poel, on a vu, a énormément souffert. Mais derrière, tous ceux qui ont gagné de près ou de loin ont été un peu touchés par le doute. Bref, Nils Politt, aujourd'hui, Robin, c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation possible. Ou en tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai rien vu non, attends, laisse-nous une journée tranquille quand même. Ah ouais, voilà, mais au moins, ce genre de victoire, c'est aussi des vraies belles victoires de vélo, quoi. Ouais, il y a Jean-Mur qui dit dans le chat si Sagan prend le départ, il gagne pas aujourd'hui. Cette victoire, je pense qu'il faut la mettre en relation aussi avec l'abandon de Peter Sagan qui a donné des libertés du côté de Bora, bien sûr. Même si moi j'ai beaucoup de peine de voir Sagan abandonner le Tour. En plus, il a expliqué qu'il était blessé au genou. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec l'annonce faite la veille, etc. Tu crois, toi, avec Direct Energy? Je sais pas, je sais pas, mais le problème c'est qu'il nous dit qu'il a retapé dans son genou. Il n'y a pas moyen de le vérifier, mais tu sais, ça peut arriver, quoi. Maintenant, c'est de nouveaux objectifs. Mais quel intérêt? Pour moi, s'il est pas blessé, il finit le Tour et il essaie de claquer une étape. Je sais pas, est-ce qu'il a envie d'en claquer une avec la Bora? Est-ce que tu vois enfin, je sais pas, je non, pose une question. Je pense pas qu'il soit comme ça, moi. Moi, je pense pas. Je pense pas que Ouais, c'est sûr que tu penses pas qu'il soit comme ça. je pense pas que ça Non, mais finisse- c'est pas contre lui. spécialement mal. C'est vraiment pas personnel, hein, mais je me suis dit, tiens, au niveau du timing, c'est marrant qu'il se barre, surtout une journée où il aurait pu aller chercher un résultat le lendemain de l'annonce. Mais, moi, je pense qu'il est de manière globale, c'est triste. De manière globale, je suis d'accord avec toi. Et c'était mon prono du jour. Hein. C'était mon prono du jour dans la fantasy. Ah ouais. Donc ouais, j'ai bien la haine. Je ne sais pas si ça se termine, si c'est corrélé, l'abandon qui suit au lendemain de l'annonce, de l'officialisation de Peter Sagan, qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, courra chez Total Energy à partir de la saison prochaine.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça se finit assez mal avec la Bora en termes de. Avec Ralph Denk notamment, le patron de la Bora. Peter Sagan et lui ne se parlent plus depuis un bon moment, sont en mauvais termes, donc peut-être qu'il s'est dit bon, C'est même vrai, s'il le c'est vrai savait que. après. Mais bon, il est sur le tour quand même, hein, et il a jamais Oui, abandonné le tour. c'est pour ça que je suis mesuré Et sur la corrélation. comme dit, je sais plus qui le dit dans le chat. Il dit que la seule fois où Sagan est parti du tour, c'est parce qu'il était blessé pardon, c'est qu'il a été exclu en fait. C'était 2017. C'est à Vittel. C'est la seule fois où il quitte le tour. Ouais, là, Donc, c'est son premier abandon. et donc, ouais, franchement, je pense pas que Sagan il quitte le tour parce qu'il a pas envie de gagner avec Bora, honnêtement. Alors peut-être que le fait d'être en plus en galère, ça l'a un peu plus incité à partir et à pas aggraver sa blessure au genou. Mais moi, je pense qu'il avait surtout mal. Enfin, tu t'imagines les étapes qu'il vient de se faire en ayant mal au genou. Tu as le genou en vrac et tu fais 2 fois le Ventoux. À mon avis, il a bien douillé. Donc, il voit les Pyrénées qui arrivent. Je pense qu'il est juste. Il s'est dit, vas-y, c'est bon, je vais pas me tuer sur le Tour de France, quoi. Bah ouais, mais du coup, pourquoi il va pas jusqu'aux Pyrénées? Alors qu'il a deux belles chances de gagner des étapes aujourd'hui et demain. Ah, mais s'il est. Polo, Après, s'il a non, mais le genou éclaté, il a le oui, genou voilà, éclaté. s'il a mal au genou, il a mal au genou. Parce qu'à mon c'est avis, vrai. l'étape Moi, d'hier, il n'a pas fait du bien au genou. je suis un adepte des théories du complot. C'est vrai que Je préfère qu'il parte plutôt qu'il se prenne une infiltration dans le genou pour faire 2 sprints Surtout qu'on a plus le à droit au Carcassonne et tramadol. Nîmes. Le tramadol est désormais interdit. Hein. Donc, Ouais. donc on peut plus. Un mot, les gars, de qui vous voulez, en fait. Peut-être de Stephen Kung, parce que Harry Sweeney, le jeune de la Lotto Soudal, l'Australien, fait une très belle étape. Emmanuel Arviti redore un petit peu le blason quand même de la Movistar, le capitaine de route. Peut-être de Stephen Kung, ouais, parce que la Groupama a vécu un début de tour très compliqué, avec l'abandon de Démarre, avec un David Gaudu qui n'est pas bien du tout. Encore aujourd'hui, Pour l'instant, c'est cata. Voilà. Mais Stephen Kung paraissait bien placé et on l'a vu très très déçu à la fin, Paul. Et nous aussi, on était forcément déçus parce qu'on aurait bien aimé le voir gagner quand même. Tu parles de Kung là? Ouais. Oui. Ouais, excuse-moi, je répondais à un gars dans le chat. Ouais, me frustrer. Il me fait de la peine, Kung, sur ce Tour de France, vraiment, entre ce chrono de la semaine dernière et aujourd'hui, où vraiment il a pas les jambes et fataliste. Il te dit, ouais, je suis dans l'échappée, mais je sens tout de suite que je vais pas y arriver, etc. C'est frustrant parce que c'est un coureur que j'adore, qu'on adore, qui en plus court dans une équipe française qui elle-même est très touchée par la malchance depuis le début de ce Tour de France. Donc ouais, l'histoire aurait été belle. Le problème de Kung sur ce genre d'étape, c'est qu'il faut qu'il arrive tout seul. Et même s'il était très fort, je vois mal dans quelles circonstances il aurait pu finir tout seul. Manque de punch, manque de vitesse de pointe. Ça aurait été compliqué pour lui, mais de toute façon la question s'est pas posée parce que il avait pas les jambes, aujourd'hui quoi. Et c'est un peu frustrant. J'ai un peu de la peine pour lui. De manière générale, la Groupama FDJ fait une saison quand même très très compliquée. Hein. T'as Pinot qui n'a quasi pas couru de l'année. T'as Gaudu qui enchaîne malheureusement les chutes, les blessures par-ci par-là, du coup qui a pas fait un Paris-Nice incroyable, qui a pas fait un Dauphiné incroyable avec Dauphiné ça allait mieux quand même, mais qui n'était pas dans les meilleures conditions. Qui a fait un beau Tour du Pays Basque, mais c'est un peu l'une des seules éclaircies. Arnaud Démarre a très peu gagné cette année, alors que l'année dernière, enfin très peu gagné, non, il a beaucoup gagné, mais sur des courses de moins grande envergure par rapport à l'année dernière, où il avait notamment roulé sur le Tour d'Italie. Sur le Tour d'Italie, justement, la Groupama FDJ est allé sans leader en essayant de claquer une étape. Ils s'en sortent pas mal avec le maillot rose d'Attila Valter sur quelques jours. Mais voilà, il y a Gaudu qui fait un super podium à Liège, bien sûr. Il y a Jack Stewart qui est une des belles surprises de cette année. Mais quand même, par rapport aux attendus et par rapport aux dernières saisons de la FDJ où ils avaient mis la barre assez haut, En tout cas, Marc Madiot l'avait dit avant le Tour de France que les attentes cette année, les performances sont en deçà des attentes et qu'ils espéraient repartir. Et surtout aussi parce que les dernières années, ils avaient eu de très beaux résultats. Et en tout cas, c'était vraiment une pente qui était ascendante, quoi. Ouais, c'est puis ça. moi,
Tu vois le cyclisteur, juste Polo, qui dit triplé au chrono du championnat de France. Il parle aussi du Tour de Valence. Oui, c'est des perfs, mais c'est pas spécialement là que tu attends la Groupama FDJ. Tu les attends quand même sur des courses un peu plus relevées. La Groupama FDJ a vraiment passé un cap avec Arnaud Démare et Thibaut Pinot, maintenant avec Gaudu, et on en attend beaucoup. J'ai quand même l'impression que l'année 2019 de Pinot, notamment avec ce Tour de France, et cette année 2020 d'Arnaud Démare, ont peut-être mis nos attentes envers cette équipe Trop un haute. peu trop hautes. Ouais, mais ça faisait quand Mais même pas d'un mal autre d'années, côté, Polo, qui performait à un niveau vraiment c'est haut, tu ça, vois. oui, Donc, 2010 on va dire depuis 2017, ouais, depuis 2018. 2018, disons, quoi. Et je suis d'accord avec toi. Mais par contre, certes, on a mis la barre haute, mais ils ont les coureurs aussi pour atteindre cette barre. Donc, évidemment, moi, je te trouve un peu sévère sur le bilan de la saison, même si, comme tu dis, on aurait pu espérer beaucoup mieux. Par contre, sur ce Tour de France, là où on les attendait beaucoup, que ce soit Arnaud Démare d'un côté, David Gaudu de l'autre, et même Stéphane Kung, hein, et ben là, pour le coup, ils déçoivent. Mais est-ce que ça fait, il y a quand même une grosse part de malchance Bien dans tout sûr, ça. mais même sur l'ensemble de la saison, je te dis, Polo, hein, quand tu vois que malheureusement ton leader Pinot Mm. a pas été capable pour l'instant de courir une course dans des bonnes conditions, forcément que ça va jouer sur ton bilan. Pareil pour Godu, qui est, on va dire, ton troisième leader après Pinot et Démare, et qui chute à Paris-Nice, qui chute ensuite à l'entraînement avant le Dauphiné. Donc il y a évidemment tu peux plus avoir les attentes que tu pouvais avoir en début de saison sur certaines courses. Donc évidemment qu'il y a une grosse part de poisse. Et c'est pour ça que tu peux être un peu confiant et te dire que voilà, ça va passer et qu'une fois que le chat noir sera passé, tu vas retrouver les standards habituels. Mais c'est vrai que ce tour, il symbolise un peu, je trouve, quand même une saison où tu fais des résultats quand même parce que tu restes la Groupama FDJ. Tu es pour moi la meilleure équipe française depuis plusieurs années. Donc heureusement que sur certaines courses, tu arrives à aller chercher des perfs et ça te fait un bol d'air frais quand même quand tu fais le triplé au championnat de France sur le contre-la-montre. Bon, bah, ça te fait un peu souffler. Quand démarre et claque des étapes, même si c'est pas sur le Tour de France, pareil, ça te fait un peu souffler. Tu te dis, voilà, bon, au moins, on gagne un peu et ça enlève un petit peu de pression. Mais voilà, on attendait quand même des victoires d'étape de Démarre sur le Tour. Bah voilà, elles sont pas là et Démarre n'est plus là. On attendait Gaudu malgré tout un peu plus haut. Et tu vois, sur l'ensemble de la saison, bon, bah, à part Gaudu qui se démène entre les moments où il tombe, sinon, les leaders sont un peu en retrait, quoi. Il est gros le chat noir à la FDJ, nous dit El Maria. Je Ouais, pense c'est une effectivement panthère. que je pense qu'il y a ça. Après, ce qui est bien d'un côté avec la FDJ, c'est qu'il y a une vraie solidarité d'équipe et que si par hasard il y a des problèmes en interne, ils ne sont pas étalés dans les médias. Et je pense que certains coureurs, certains directeurs sportifs ont des désaccords en ce début de saison aussi, hein. Forcément, quand ça ne gagne pas, il y a des trucs à régler. Mais on sent quand même que dans cette équipe, il y a une certaine solidarité et qu'ils ne vont pas s'épancher dans la Oui, presse, qu'il n'y a rien qui filtre, etc. Donc, on se dit que ça peut quand même repartir et qu'il reste assez solidaire globalement, quoi. ouais, puis moi je te dis, mon constat, il est quand même bien moins dur que celui de Robin. Évidemment que les favoris ont déçu, mais il y a quand même de belles choses qui nous attendent pour la suite, dans tous les domaines. De Jack Stewart à Attila Walter, en passant par un David Gaudu qui, année après année, même si c'est beaucoup moins rapide qu'un Bernal ou qu'un Pogacar, montre des belles choses. Voilà, le Tour du Pays Basque de David Gaudu me rassure plus qu'une victoire d'étape ou que 3 ou 4 victoires d'étape d'un Audemars Mm. sur des Ça, je tours suis comme d'accord, ça. Polo, mais il y a Dans deux la, ans, il y a deux dans ans, quand tu l'analyse. parles de Groupama FDJ, c'est une équipe qui peut jouer presque la gagne sur le tour et dominer les sprints du tour. Donc forcément, même si c'était hypothétique, entre guillemets, tu passes d'attentes qui sont quasiment les plus hautes possibles à un retour à la réalité quand même. Oui, mais ce que je voulais dire, et un mec dans le chat l'a dit, je crois que c'est justement Adri là, qui vient de nous mettre le dernier message. Le problème de la Groupe AG, c'est que leur vitrine, c'est le Tour de France, et que là, le Tour de France est complètement raté, donc ça nivelle, ne serait-ce que leur résultat, ça nivelle aussi le résultat de leur saison entière, on voit presque que ça pour eux. Après, Tu si as réussi Godu à il claque une baisser ton étape nom. dans les Pyrénées. Hmm. Excuse-moi, Joseph. Non, non, plus je disais que j'ai juste réussi à baisser le nom de Polo parce que j'y arrivais pas depuis un bon petit Ah, moment. Ah bah oui, oui. Bah, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on a bien parlé de la Groupama là. Et demain sûrement, et juste avant les Pyrénées, on va se faire en gros quels sont les intérêts
à suivre dans les Pyrénées. Et je pense notamment que les victoires des Français, de l'attitude de la Groupama FDJ sera très intéressante. Donc, on reviendra dessus. J'avais une dernière question à propos de l'étape du jour. C'est que c'est parti assez fort, ça a un tout petit peu borduré, etc. Mais tous les leaders étaient bien placés. Est-ce que vous avez compris l'attitude d'Alpecin Phoenix qui n'a pas cherché à revenir sur l'échappée du jour, là où la Deceuninck avait une bonne raison, c'est-à-dire d'avoir à la De Philippe dans laisser à le la groupe Philippe. de tête. Alpecin Phoenix, de son côté, n'a même pas cherché à contrôler un minimum. Est-ce que vous l'avez compris? Et si oui, pourquoi? Oui, moi je l'ai compris parce qu'ils auraient été les seuls à rouler. Ça aurait été trop compliqué. Faut pas oublier que qu'Alpecin Phoenix a perdu beaucoup de monde. On parle de Mathieu Van Der Poel, Tim Merlier. Je dois en oublier, parce que j'ai pas tout en tête. Bah tiens, tu sais quoi, on va pas mentir au gars du chat. Hein. J'allais voir la start list, elle est là. Jack. Alpecin Van Der Poel est plus là, Merlier est plus là, Philipsen est plus là. Bah si, Euh, Philipsen. Philipsen, il est là. Philipsen, Merlier, Non, mais il y a 2 abandons sur. Ils sont 7 encore, quoi. Ils sont mais 6, 6 6. encore. et puis ouais, ils sont 6 et ils sont seuls à rouler. C'est surtout ça que je voulais dire. J'imaginais qu'il y avait plus d'abandon chez Alpecin, c'est pour ça. Mais Et surtout, ils auraient été seuls à il y rouler. aurait eu Back Exchange quand même, et il y aurait eu la Bahreïn potentiellement. Mais moi, le problème de Bike Exchange et même de la Bahreïn, c'est que dans les sprints massifs, ils ont très peu de chances de gagner. Hein. S'ils roulent Ouais. et qu'ils ramènent Ouais, un Philipsen ou un Cavendish, ils perdent. Hein. Ok. Donc là, exactement. pour le coup, non, c'est normal. De toute façon, on l'a sorti direct quand on a vu les représentants de l'échappée. On est quand même déjà en deuxième semaine du Tour. Il y a les Pyrénées arrivées. Voilà, je pense que les équipes de sprinters se sont dit c'est quand même une très très belle occasion de ne pas aller se cramer une journée pour rien et de Et gagner une journée, puis, entre guillemets. Alpecin, rappelons quand même qu'ils ont gagné 2 étapes avec Merlier et Van Der Poel, qu'ils ont pris le maillot jaune quasiment une semaine. C'est une équipe invitée, entre guillemets. En tout cas, c'est une équipe de deuxième division. Donc, eux, leur tour, il est largement réussi. Ils n'ont pas besoin de se mettre une pression supplémentaire pour aller s'épuiser sur une étape de plaine pour hypothétiquement reprendre une échappée. Ouais. D'accord, ok. On passe au débat, ouais, les copains. Ce débat sur Alaphilippe, du coup, parce que on se pose la question, Alaphilippe, pourquoi tant d'efforts? Il était présent dans l'échappée du jour. Déjà, on a vu sa réaction d'après-course où il explique à demi-mot qu'il va dans l'échappée un peu peut-être pour contrôler, pour être bien placé. Mais aussi, on a l'impression qu'il se dit, bah voilà, fallait être à cet endroit-là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il voulait prendre l'échappée ou éviter les coups de bordure, etc. En même temps, lui, être dans le premier groupe, à quoi est-ce que ça sert s'il n'est pas avec Henrik Mas, par exemple? Il a dit aussi que, vu la composition du groupe, il regrettait potentiellement d'avoir été devant. Quel bilan vous tirez de l'étape du jour déjà pour Alaphilippe? Bah, le bilan, il est pas bon parce que c'est beaucoup d'efforts dans l'échappée, beaucoup d'efforts pour répondre aux attaques dans le final, avec une chance de l'emporter très très mince. Je l'avais déjà commencé à le dire hier en me demandant un peu pourquoi il était parti dans l'échappée, surtout avec ses déclarations de la veille du Ventoux, le fait que c'était dur, le fait que d'autres coureurs étaient peut-être plus en forme ou plus aptes à remporter l'étape d'hier. Peut-être gagner un peu de temps et gagner un peu de forme par rapport à des étapes importantes pour lui, des échéances importantes pour lui, comme celle de vendredi. Le lendemain, il repart en échappée sur une étape de plaine. Bon, il était dans le bon coup, donc forcément, il a une chance de gagner, mais il a une pancarte énorme. C'est pas la première fois qu'on le dit, c'est pas la première course, pardon, qu'on le souligne, mais la pancarte de la Philippe sur un parcours aussi peu, euh, aussi peu difficile, et forcément, tu peux pas. Tu te fais attaquer de partout, tout le temps, tout le monde te regarde, c'est trop dur. Donc, c'est beaucoup d'efforts, je trouve, jetés à la poubelle. Mais, pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Je vais pas lui reprocher de l'avoir fait. Nous, on aime voir un Julien qui court un peu à l'instinct et qui prend des risques là où forcément on l'attend pas. Moi, quand je le vois échapper, je me dis, ah bah tiens, voilà, ça donne tout de suite un intérêt à cette échappée, un intérêt à cette journée. Et ça, pour le coup, c'est peut-être le seul coureur de ce Tour de France qui arrive à nous faire soulever de notre siège hein, sur ce genre d'étape de transition aussi. Donc, on ne va pas commencer à reprocher à des coureurs de trop attaquer, ce serait dommage.
Robin, Ouais, je te mets en avant. je suis assez d'accord avec la fin de l'analyse de Polo. Il fait pas des échappées publicitaires, la Philippe. Il fait pas des échappées sur des étapes où ça sert à rien. Il fait des échappées sur des étapes où l'échappée va au bout à chaque fois. Donc finalement, c'est bien senti. Après qu'il soit pas le plus fort sur ces échappées-là ou qu'il soit battu par X ou Y, c'est le jeu. Et j'ai envie de dire, il a pas non plus fait des échappées complètement hallucinantes où en gros tu te mets dans le Ventoux avec des mecs qui sont super bons grimpeurs. C'était pas le cas. C'est Van Aert qui va gagner. Alors, il était meilleur, il était bien meilleur qu'Alaphilippe hier, mais sur le papier, c'était pas complètement perdu pour Alaphilippe. C'est pas comme s'il avait dû se battre contre les favoris du général ou contre un Simon Yates ou un Quintana. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il doit se battre contre des mecs, je trouve, qu'il aurait pu battre. Dans la bosse de fin, s'il avait été dans le bon coup avec les mecs de devant, ça aurait sûrement été bon pour Alaphilippe. En tout cas, il aurait peut-être pu aller jusqu'au sprint. Peut-être qu'il perd face à Polito au sprint, mais face à Sweeney, face à RVT, je pense qu'il les aligne. Donc, honnêtement, je suis pas sûr. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit mal joué. S'il a les jambes pour aller dans l'échappée, qu'il y aille. Après, comme dit Polo, il a une pancarte monstrueuse. Il est champion du monde. Il a déjà gagné. C'est un des plus forts du peloton. Du coup, on va forcément se retourner vers lui. Quand dans l'échappée, il faut faire des efforts. Pardon. Quand il y a un mec qui part, bah, on va regarder Alaphilippe ce qu'il fait. On l'a vu un peu se mettre un moment en queue de groupe dans l'échappée pour laisser bosser les autres. Mais il peut pas le faire éternellement parce qu'on finit toujours par se retourner. Il est où Alaphilippe? Il fait quoi? Allez, vas-y, mon coco, c'est toi. Tu veux l'étape, il faut que tu te bouges, quoi. Et ça, c'est un problème qu'il ne peut pas résoudre. Et peu importe l'étape sur laquelle il va devant, ça va toujours être le même souci. Donc, Sauf si c'est sélectif. Sauf si c'est plus sélectif. Ouais, mais ça devient. Même quand c'est sélectif, il y a quand même toujours une part de stratégie. Alors, bon, sauf quand tu es dans le Ventoux, bien sûr, mais on sait quand même que ces étapes-là du Ventoux et par exemple des étapes de montagne des Pyrénées, elles sont pas destinées pour lui. C'est-à-dire qu'il va quand même souvent y avoir un mec qui va mieux grimper. C'était un peu un coup de chance quand même que sur l'étape du Ventoux, il n'y ait pas de Cador devant, il n'y ait pas un Yates ou il n'y ait pas un Quintana, tu vois. Moi, je trouve que c'était un petit coup de chance que le meilleur grimpeur de l'échappée, ce soit Van Aert. Ce qui a pu donner un peu d'espoir à Alaphilippe. Donc en fait, je pense qu'il a plus de chance sur des étapes comme celle d'aujourd'hui, encore plus celle de Quillan vendredi, que sur les échappées qui vont arriver bon, à Lussardiden et au col du Portet, n'en parlons pas, mais même celle d'avant qui arrive, j'ai oublié où, en descente dans les Pyrénées. Pour moi, c'est pas celle qui. Voilà, Andorre. Bah attends, les Pyrénées-Orientales, ça tourne un peu autour d'Andorre, je crois, mais je sais plus les deux étapes de ce week-end. Ouais. Mais pour moi, c'est plus sur ces étapes comme aujourd'hui de transition qu'Alaphilippe, il a sa chance. Et tu vois quand même encore une fois la science de la course du mec, où il prend encore une échappée qui va au bout, et dans un groupe où il était, je pense, enfin, il avait ses chances, quoi. Ouais. Non, tu parles de l'étape de Saint-Gaudin. Celle qui arrive à Saint-Gaudin. Voilà. Je pensais que tu parlais des étapes des Pyrénées avant. Mais oui, c'est celle de Saint-Gaudin avec le col de Port, le col de la Cor et le col du Portet d'Aspet à une trentaine de kilomètres de l'arrivée quand même, avec une petite côtelette qui peut être bien à 7 kilomètres de l'arrivée. Ouais, ça, c'est clairement une étape pour Julien. Toujours bien une petite côtelette, Polo. On n'est jamais contre une petite côtelette chez nous. Tu as raison, Joseph. Après, la grande question, on est plutôt d'accord pour se dire tous les trois que voilà, au moins il anime cette course et pour le coup, en tant que fan français et qui ont un peu de mal à trouver des réjouissances depuis le début de ce tour, on va pas faire la fine bouche. La vraie question, c'est de savoir s'il perd pas trop d'afflux et trop de forme dans ces étapes-là où il a moins de chances de l'emporter que des étapes où il est plus attendu. Après, moi, je me souviens de son tour 2018 où il gagne 2 étapes là où on ne l'attendait pas, et notamment des étapes, je me souviens de l'arrivée à Quimper et au Mur de Bretagne, où il était très attendu. Pour le coup, il n'avait pas gagné. À Mur de Bretagne, il était un peu juste, il finit 3 ou 4. Et pareil à Quimper au sprint. Je crois que c'est Mathieu qui gagne à Quimper, ou Sagan, je ne sais plus. À Quimper, Sagan, je crois. Ouais, Sagan devant Matthews, peut-être un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et voilà, donc peut-être que c'est dans des coups comme ça aussi qu'il peut aller chercher ses victoires. Donc la lecture est très compliquée. Mais j'espère que ça va pas lui coûter trop d'afflux pour la suite de ce tour. Mais sur les échappées, tu es obligé de tenter, de te planter de toute façon. C'est de l'influx nerveux, non? Non, de l'afflux. L'influx. Non, c'est Moi, je pense que c'est influx. Ouais, mais afflux, c'est un mot qui existe aussi, donc je vais voir ce que ça veut dire. C'est l'afflux sanguin. L'afflux. Ouais, mais du coup, ça peut marcher de l'afflux. Ouais, l'afflux sanguin.
Ah bah, vous savez ce que ça, comment ça va se terminer cette affaire. Sondage. Non, Sondage à propos de D'ailleurs, l'influx. j'ai mis un sondage. Les gens préfèrent voir à la fibre kiffer que de se Ouais. poser la question de Bon, on est à savoir peu si. près d'accord. Moi, j'ai répondu ça aussi, et vous deux aussi, Comment t'écris influx? de l'influx, Oula. c'est INFLUX. INFLUT. UT? X. Non, de XXX. X? Ça, c'est motus ici. Ouais. l'influx Alors, bah, nerveux. Ouais. je te laisse finir, Joseph. Je mets. Ouais. Non, mais un flux nerveux, c'est Influx nerveux sûr. est également appelé le potentiel d'action. Voilà. Il désigne le signal électrique produit par un neurone lorsqu'il est stimulé. J'ai quand même mis un sondage. Ouais. C'est important. Ah, tu vois, il y On a des gens qui avance disent en afflux attendant. et d'autres qui disent. Ouais, mais ça veut rien dire Mais c'est pas parce qu'il y l'afflux. en a d'autres qui parlent mal C'est en français fait qu'ils ont comme raison. ouais voilà comme tu l'utilises, ça veut rien dire. Ah, moi, L'afflux, évidemment que ça existe, l'afflux. moi, Mais je vote, l'influx, c'est autre chose. je vote afflux. Je m'en fous. En plus, vous êtes deux à avoir mis afflux. Hein. Il y a toi et un pote à toi, Polo. Hein. Ouais. Non, on est trois, je crois. Ah oui, vous êtes trois, ouais. Chickmaster qui nous dit samedi l'étape et pas vendredi. Il parle de laquelle? De Quillan? Quillan, ouais. Bah, Quillan, c'est vendredi, non? Ouais. Là, demain, c'est Carcassonne. Ouais. Et après-demain, c'est Quillan. Quillan, ouais. Et samedi, c'est quoi samedi? Samedi, c'est. Bah non. Demain, Carcassonne, Quillan. Et samedi, bah si. Samedi 11. Samedi 11? Attends, je comprends pas. Oui, samedi 11. Et bah, samedi 11, c'est quoi? Ah, mais demain, on est vendredi? Ah, bah demain, oui, on est Polo. vendredi. Putain, on est vendredi demain. Oh les gars, C'est vendredi. incroyable. j'étais en train. Ah, c'est pour Moi, ça. moi, Je refais finales l'essai de 2 secondes et je vous avec, suis pas et vous perdez le calendrier. avec Je les l'ai finales dit en NBA, je plus, suis complètement perdu. jeudi échappé. Je l'ai dit, j'ai fait les 4 jours de la semaine et demain c'est vendredi les gars. Non, mais Donc c'est incroyable. vendredi échappé. Avec les finales NBA, j'ai complètement perdu le fil. Bah ouais, bah samedi, de toute façon, on sera sûrement en viewing party, nous, les gars, pour Ouais, l'étape de sur le Quillan, stream. du coup, Ouais, on va voir, sur on va le voir. stream. Donc, On en on parle. regardera l'étape ensemble. Et puis voilà, dimanche, l'étape d'Andorre, on va se régaler. Exactement. Mais avant ça, du coup, demain quand même, voilà l'étape, la 13e étape entre Nîmes et Carcassonne. On fait pas mal de départements, le Gard, l'Hérault. On passe un petit peu dans l'Aude, on repasse par l'Hérault. En gros, je crois qu'on va longer l'Hérault. Et on finit dans l'Aude à Carcassonne. Alors, c'est un peu une étape, c'est un peu du 50-50 comme ça, c'est un peu compliqué. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dernièrement, les arrivées à Carcassonne ont toujours été terminées avec des échappées. Quel est le scénario que vous privilégiez demain? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui vraiment est un peu plus sûr que l'autre du scénario qu'il privilège? Moi, je suis pas sûr, non. Non, moi, je suis plus sûr de rien. Parce que j'étais quand même bien persuadé que ça allait arriver au sprint aujourd'hui. Ouais, on avait dit avec Polo qu'il y avait plus de chances que ça arrive au sprint aujourd'hui que demain parce que c'était plus facile à contrôler. Ouais, demain, c'est quand même 220 km. En fait, tout va dépendre de l'échappée, quoi. S'il y a deux gonzes qui partent en échappée pour aller se balader, ça arrivera au sprint. Ça va dépendre aussi du vent. Il y a Rénal qui pose la question aussi dans le chat. Est-ce qu'il va y avoir du vent comme il y en a eu au début de l'étape, qui a rendu l'étape assez folle? Et là, à ce moment-là, tu peux peut-être imaginer voir un gros groupe sortir. Est-ce que tu as une volonté des quick-step, contrairement à hier, de vouloir contrôler pour aller chercher cette éventuelle 34e victoire d'étape pour le CAV? Ça devient dur, hein. Ça devient dur à pronostiquer. De toute façon, on est là pour se mouiller, on va pas faire de langue de bois. Moi, je vois. Une Allez, petite douche pour Polo. je vois la petite. Comment dire? Je vois une échappée aller au bout demain. Ouais, moi, je dis Petit sprint. sondage, Polo? Petit sondage, Ouais, Polo, je vais avec mettre un le petit chat, on sondage. voit. Ouais, parce que le dernier sondage vient de se terminer en plus avec un flux qui gagne à 84%. Ouais, c'est bien, ça me rassure. Quelle Et toi, surprise. Romain, du coup, tu vois quoi? Moi, je dis sprint parce que je pense qu'il y en a dans le chat qui ont cette analyse et je suis assez d'accord. Les équipes de sprinters se sont reposées aujourd'hui parce qu'elles avaient besoin de récupérer du double Ventoux d'hier, mais demain ça ira mieux et elles s'organiseront pour contrôler. Et je pense que Quick-Step n'enverra personne à l'avant, Alpecin non Ouais. plus. Et Moi, je voilà, pense des qu'en équipes fait, de sprinters. tout dépend de la volonté de Quick-Step d'envoyer quelqu'un ou non. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Quick-Step, ça arrive au sprint, je pense. S'il n'y a pas Julien. Vente face toute la journée, nous dit Tib37 sur le chat. Ça va pas arranger mes affaires, ça. Donc, Non, mais il fallait étudier ton affaire avant, Polo. et Ouais, puis bah, c'est c'est ça. peut-être T'avais l'air une bien des avancé, dernières toi fois. aussi.
T'avais l'air C'est bien peut-être une sûr, des... bien sûr de toi. ouais. C'est peut-être une des dernières fois aussi. On ne sait pas si Cavendish va passer les Pyrénées, de battre le record d'Eddy Merckx en plus, C'est Bah, ça. non, ou mais de clairement, mais l'égaler tout simplement. moi, en soi, je suis d'accord avec vous. L'analyse de Robin et des gars du chat, elle est bonne. Ça sent clairement le Regardez-le sprint. changer d'avis, là. Ah non, mais vous m'avez convaincu. Il y a que les cons qui, il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est vrai, t'as raison. Moi, Tu marques un point. j'aimerais Ah, bien c'est pour voir. ça que tu changes souvent d'avis. Ouais, exactement. Et pour C'est le le coup, contraire que je voulais faire comme blague en fait. là, par contre, c'est quand même, c'est assez escarpé. C'est assez escarpé sur la fin d'étape. C'est 220 bornes. Va falloir être solide pour gérer tout ça, hein. Même s'il y a même s'il y a plusieurs équipes à rouler plutôt, pas falloir traîner, va pas falloir trop jouer à mon avis avec les échappées. D'ailleurs, qu'il y a Paul Chambon qui est dans le chat, notre amoureux de Nîmes, voilà, qui gère en partie nos réseaux sociaux de temps en temps. Et quand il y a Nîmes pas loin, il a toujours une tête qui sort. Voilà, donc on a fait cette preview-là. Petit rappel, tiens, juste comme ça, pour rappeler que Mark Cavendish est toujours premier au maillot vert. Michael Matthews est derrière avec 162 points. Jasper Philipsen, et on voit Julien Alaphilippe, hein, qui remonte avec 131 points quand même. Voilà, on va voir ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a un petit placement, on ne sait jamais. Si par hasard un Cavendish abandonne, peut-être qu'on veut placer un petit Deceuninck dans le lot pour aller chercher un beau petit maillot. Je dis ça comme ça, mais c'est très peu probable, hein, mais je pense que c'est plus un fait de course qui fait qu'il est là. On avance du coup. Robin, ça va être à toi. J'espère que tu es prêt. Aujourd'hui, Bien donc, sûr. tu nous parles télé, tu nous parles de retransmission. Euh, L'histoire, en gros, de la retransmission télé dans le Tour de France ou un peu plus globalement même. Ouais, dans le Tour de France, c'est ça. L'idée, c'est de partir d'une date anniversaire qui est le 8 juillet 1958, où pour la première fois, on a eu une retransmission en direct du passage des coureurs en haut d'un col. C'était au sommet du col d'Aubisque. C'était donc il y a 63 ans. Mais en fait, en 58, on avait déjà pas mal évolué parce que toute cette histoire de diffusion télé du Tour de France, elle démarre 10 ans avant, en 1948, où pour la première fois, c'est l'arrivée au Parc des Princes qui est retransmise en direct à la télé. Donc le Parc des Princes, c'est là où arrivait le Tour avant les Champs-Élysées et avant la Cipale. Et donc il faut avoir un téléviseur à l'époque pour voir cette arrivée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, clairement, en On le voit sur la 1948. photo, hein. Exactement. Du coup, il y a aussi des gens qui se pressent devant les magasins de vendeurs de télé pour voir l'arrivée. Donc, ce jour-là, c'est Corriere qui gagne au Parc des Princes et Gino Bartali qui remporte son deuxième Tour de France. Et ensuite, on a une évolution de la diffusion télé avec, dans les années 50, au JT de la mi-journée, le journal télévisé, on a les quelques images de l'étape de la veille. Alors, c'est du système D parce que pour Ouais. capter ces images, on a 2 caméramens, un monteur et juste une voiture, hein. Ils ont une Jeep pour se balader et faire quelques images, mais c'est assez archaïque. Chaque soir, il faut envoyer les images qui ont été tournées. Il faut les envoyer à Paris, donc ils se pointent à la gare la plus proche de là où ils sont, aux 4 coins de la France pour mettre les pellicules dans un train et que ça rejoigne Paris. Donc c'est vraiment du système D, mais au fur et à mesure des années 50, là, il y a des bureaux locaux qui se multiplient et ça change un peu la donne, ça permet d'accélérer le processus. Et en 1958, donc 10 ans après, on a tous les soirs, alors assez tard, vers 22h, 22h30, on a les meilleurs moments de la journée qui sont diffusés à la télé. Et donc, bien sûr, cette même année 58, l'Obisque, le passage des coureurs qui est diffusé en direct, même si c'est un peu raté cette première, entre guillemets, on en parle dans les journaux les jours précédents pour que justement tout le monde soit au courant, tout le monde soit allume sa télé, soit aille se presser devant les magasins. C'est vraiment un événement. Et jusque-là, le tour s'est popularisé avec l'écrit et la radio, avec la plume et la voix, mais pas avec les images. Et sauf que ce jour-là, à l'Obisque, il y a du brouillard, donc la retransmission télé, elle est très difficile. On ne voit pas grand-chose au niveau des coureurs, mais c'est que partie remise, puisque le lendemain, la télé remet ça, les diffuseurs télé remettent ça, et c'est le passage au col de Peyresourde. Quelques jours plus tard, il y a encore le Mont Ventoux. Il y a un contre-la-montre qui est disputé avec Charlie Gaulle qui s'impose et qui va notamment gagner le Tour à ce moment-là. Donc, au sommet du Ventoux, c'est marrant, c'est qu'on a 30 tonnes de matériel, 40 personnes chargées de la retransmission pour quelque chose qui est totalement nouveau. C'est déjà un gros dispositif. Ouais, ça doit coûter cher, mais en gros, c'est toutes les innovations
du milieu médiatique et de la production qui vont permettre petit à petit de permettre toutes les retransmissions, quoi. Ouais, c'est ça, les innovations se succèdent dans les années 60. D'abord, en 1960, il y a une première nouveauté, c'est on filme l'ascension de Peyresourde, puis la descente vers Luchon, puisque quand je vous parlais tout à l'heure du col d'Aubisque, où on voit passer les coureurs, c'est une caméra fixe qui attend les coureurs et on ne les suit pas dans l'ascension. Mais donc en 1960, on les suit dans le col de Peyresourde. Pour la première fois, on suit vraiment des coureurs le long de la montée, parce que le Ventoux, c'est pareil, c'était un contre-la-montre, donc c'était entre guillemets plus facile à mettre en place. Et là, on les suit en plus dans la descente vers Luchon. Et en fait, c'est une voiture, une vieille Citroën où il y a des mecs qui se sont mis avec une caméra pour filmer. Et les coureurs sont pas habitués à ça. Aujourd'hui, c'est super commun d'avoir la voiture et les motos qui filment. Mais à l'époque, ils sont assez inquiets de voir une voiture devant eux en train de les filmer. Ils se disent que la voiture va faire une connerie dans la descente, qu'ils vont finir dans le coffre. Donc, ils sont pas tous hyper rassurés. À partir de 1962, ensuite, on a des cadreurs qui peuvent monter à l'arrière des motos pour filmer la course. Donc là, c'est un peu moins encombrant déjà pour le peloton, parce qu'une moto, ça prend moins de place qu'une voiture. Sauf qu'il y a un conflit entre la Société du Tour et le syndicat de la presse quotidienne régionale, parce que les quotidiens ont peur de perdre leurs annonceurs. Si la course est diffusée à la télé, ils pensent que les annonceurs vont fuir la presse papier pour aller vers la télé. Tout à fait tort. Il y a un peu de ça. Et du coup, c'est le ministère de l'Information, ce fameux ministère qui n'existe plus, qui doit trancher en faveur de la télévision. On va pas le pleurer. Sauf que c'est trop tard. Les moyens techniques, attends, l'histoire est folle. Les moyens techniques qui étaient prévus pour le tour, vu qu'il y avait conflit, ils ont été mobilisés ailleurs et ils ont été mobilisés pour filmer Interville. Mais non. Si. Après, c'était important Interville à ce moment-là. Mais moi, je regarde. Ça allait toujours. Ça fait un moment que j'ai pas regardé Interville quand même. C'est encore retransmis Interville d'ailleurs. Je sais pas. Ça va peut-être revenir. Hein. Toi, pas la vachette. Comment il s'appelait l'arbitre? C'était Wurtz. Robert Wurtz. Il était pas drôle. Il avait arbitré en Ligue 1 et tout. Hein. C'était un grand entraîneur. Avec les pompiers bien gainés sur la fin, là, ouais, je m'en souviens. Pas les genoux, pas avec les genoux, Mont-de-Marsan. Descendez, Mont-de-Marsan. Descendez. Ah, il régalait, putain. J'aurais pas aimé me faire engueuler avec lui parce que derrière, il n'y avait pas les genoux, on les voyait. Hein. Ils écoutaient. Attention, ça filait droit avec Robert. On te laisse continuer, mon Robert, du coup. Ouais, donc un autre moment marquant de la diffusion télé du Tour, c'est en 64, la montée du Puy-de-Dôme qui est diffusée en direct avec le fameux coude à coude ou épaule contre épaule d'Anctil et Poulidor. Et pour moi, ça joue, hein, épaule. Exactement, épaule. Et quand tu vois un peu l'histoire du Tour de France, c'est tellement un moment marquant dans l'histoire de la course que le fait de l'avoir diffusé à la télé, ça a aussi un effet énorme vis-à-vis du public. Même si tous les foyers n'ont pas encore la télé, t'es quand même au milieu des années 60, ça commence à se démocratiser. Et là, d'un coup, dans une époque où le vélo est ultra populaire, où tu as Anctil et Poulidor qui amènent une quantité de fans impressionnante et qui divise un peu le public, c'est vraiment un moment super marquant. C'est grâce à ça que le public se rend compte en plus de la grâce d'Anctil, du panache de Poulidor. Même si les écrits pouvaient transmettre tout ça, là, on franchit une étape. Et donc, on parlait un peu des sponsors tout à l'heure. Alors, il y en aura peut-être moins pour la presse locale. Un temps, ça a continué à affluer. Mais en revanche, globalement, le Tour de France va gagner de l'argent grâce à cette retransmission télé et via les sponsors notamment. Ouais, pour les marques, c'est une nouveauté incroyable. Surtout que le Tour, à cette époque-là, dans les années 60, commence à se courir par équipe de marque. C'est plus l'équipe de France, l'équipe d'Italie, etc. Et donc, c'est forcément un truc de dingue pour les marques. Ouais, alors ça, j'arrive, je t'explique après. Mais surtout, à cette époque-là, dans les années 60, la pub à la télé est interdite. Donc, en fait, le fait d'avoir ton équipe de vélo avec le nom de la marque sur le maillot, c'est une sorte de pub déguisée. Ça te permet d'être visible à la télé pour un certain temps. Bon, on n'est pas encore sur des étapes diffusées en intégralité, donc ça ne dure pas 7 heures. Mais tu as un moment de publicité que tu ne peux pas te payer autrement puisqu'il n'y a pas de pub à la télé. Donc, quand tu es Mercier et que tu as Poulidor qui va gagner des étapes avec Mercier en gros sur le maillot, tu te fais ta propre pub un peu en contournant les règles de l'époque. Et c'est comme ça que même des marques extra sportives arrivent. Et c'est là qu'on parle de Nivea. C'est qu'avant, les équipes de marques, c'était des marques de cycle, de vélo, ou alors à la limite des marques d'automobiles. On avait Ford, on avait Mercier, bien sûr, il y avait Gitane, etc. Bianchi, à l'époque de Coppi. Mais là, en fait, même des marques qui n'ont rien à voir avec le vélo comprennent qu'il y a un intérêt à sponsoriser une équipe de vélo. Et Nivea, c'est une des premières équipes, et je crois la première, qui est une équipe extra sportive et qui fait le Tour de France. Le leader, c'est Fiorenzo Mani.
Et donc voilà, c'est déjà le Nivea qu'on connaît, hein, c'est une marque de produits de beauté et qui du coup se fait sa pub sur le Tour de France comme ça. Et ça va aller de manière croissante, la diffusion du Tour de France. Bon, aujourd'hui, on a des marques dans tous les sens. Il y en a certaines, on ne sait même pas ce qu'elles font, mais on les connaît parce qu'elles sont sur le Tour de France. Et la diffusion télé aide à ce niveau-là, bien sûr. En 1990, il y a l'étape Saint-Gervais-Alpe d'Huez. C'est la première étape de montagne retransmise en intégralité. C'est ensuite devenu la norme pour la plupart des étapes de montagne. On avait jusqu'à récemment 5-6 étapes diffusées annuellement de façon intégrale. Et puis depuis 2017, bien sûr, ça a été le gros changement. C'est que toutes les étapes sont désormais diffusées en intégralité avec les contraintes que ça a. Et pour les commentateurs et puis le désintérêt qu'il peut y avoir aussi pour les spectateurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait quelques jours de l'interview de Philippe Brunel dans Ouest France. Et il raconte un moment où je crois que c'est Chapat qui lui dit, alors j'ai oublié qui lui dit ça, je ne l'ai pas noté, je suis un peu con, mais il faut retrouver, je crois que c'est Chapat qui lui dit, tu verras Philippe, un jour ils passeront les étapes en intégralité parce qu'il faudra mettre quelque chose à l'antenne tout l'après-midi, ce sera la fin du cyclisme, il n'y aura plus d'attente, plus de mystère, tu verras un peloton rouler sans grand intérêt. Alors on peut débattre de si oui ou non ça a un intérêt de voir les étapes en intégralité, mais ce qui est sûr c'est que la prophétie s'est réalisée. Ouais, c'est assez ouf et j'avoue que ce passage-là, je me suis jamais posé la question parce qu'en fait, depuis que je suis le cyclisme, c'est une norme pour moi, c'est que l'étape soit diffusée en intégralité et même j'adore ça. Même une étape de plat, voir le début avec les échappées qui partent et tout, je trouvais que ça rendait hommage à quelque chose qu'on ne voyait plus pendant un temps, quand ça prenait l'étape même un peu plus tard, parce que ça n'a pas été dès le début. Et puis quand ça a commencé à être très tôt, je me disais, bah, c'est cool. Et c'est vrai on connaît pas, on ne voyait pas ces mecs-là souffrir. C'était des mecs de l'ombre. Oui, à l'époque, ça avait un côté événementiel d'avoir l'étape en intégralité. Aujourd'hui, ça ne l'a plus. Oui, c'est sûr. Et c'est intéressant cette question. Je suis en train de mettre un sondage justement là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir les étapes en intégralité? Mais je pense que c'est surtout synonyme de la société dans laquelle on est aujourd'hui, où avec les réseaux sociaux, avec l'information en temps réel, on a besoin et on est surtout presque obligé d'avoir l'information en temps réel. Ça devient trop dur dans notre société en 2021 à l'heure d'aujourd'hui de dire aux gens bah non, on ne retransmet pas la course en direct parce qu'on veut laisser un peu l'imaginaire et le suspense dans la tête des gens, alors que tu as 12 000 sites qui font des live tracks, tu peux savoir exactement où sont les mecs, etc. Tu as les comptes Twitter des équipes qui te mettent des photos, des vidéos, qui te tiennent au courant de leurs coureurs, etc. En fait, c'est juste une société qui a évolué. Et dans cette société, les étapes, même si je suis d'accord avec le côté romantique de ce que disait Chapat et même la vision de Philippe Bonnel, j'étais assez d'accord avec ça. Mais en fait, tu peux plus le faire aujourd'hui, tout simplement. C'est impossible. Après, ça n'a pas d'intérêt pour tout le monde. Pour nous, journalistes, tu fais une émission tous les soirs à 19h, bon, bah, tu es content d'avoir ton étape en intégralité. Comme ça, tu es sûr de rien louper et de tout pouvoir analyser parfaitement, etc. Mais pour le mec lambda, honnêtement, moi, je ne les regarde même pas toutes en intégralité alors que je bosse là-dedans. Pour les spectateurs lambda, je ne sais pas combien de mecs se mettent devant la télé à midi ou parfois plus tôt pour voir absolument chaque kilomètre de l'étape. Je suis un énorme fan de vélo et pourtant, ça ne me passionne pas de voir en dehors des journées où il y a des bordures au départ. Évidemment, quand je sais qu'il y a un risque de bordure, je suis content de pouvoir voir les 50 premiers bornes comme aujourd'hui. Mais est-ce que tous les jours, ça m'intéresse? Non, c'est pas vrai. Chatroom, les copains, on avance un peu. Vous pouvez commencer à préparer vos questions. Les questions qui peuvent être vraiment de tout horizon. C'est vous qui choisissez, comme toujours. Alors, il n'y a que moi qui me pointe à midi, MDR. Non, Bilal, en vrai, je pense qu'il y en a pas mal qui se pointent à midi. Hein. Non. C'est juste que pas tout le monde, quoi. C'est une question de nombre de personnes. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir les chiffres des chaînes télé. Ouais, bah ça, c'est les chiffres qui donneront que si, c'est bon, mais c'est pour ça que ce serait intéressant. c'est à leur avantage. Quoi. Non, Donc, si tu les as pas, tu peux un peu prévoir est-ce que les chiffres sont bons. Ouais, c'est sûr. Un prono pour demain, échapper au sprint massif, Valentino. Mais t'es arrivé quand, Valentino? On vient d'en parler. Mais t'écoutes rien, c'est pas possible. Globalement, on a dit sprint massif pour demain, avec une échappée
allez, on va dire 10% de chance, on ne sait jamais si ça dépendra, de la composition. Question intéressante. Show Stigal a posé la question, Guillaume Martin, ça fait top 10 du général. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que en suivant hier au Ventoux le groupe des favoris, il se dit pas qu'aujourd'hui il y a peut-être quelque chose à jouer pour lui dans les Pyrénées? Ouais, moi je pense qu'il va jouer le classement général. Il s'est tenu à sa feuille de route hein, de jouer de perdre du temps, de jouer les échappées. Mais au jeu de l'anticipation, sur les favoris, bah, il est revenu dans le combat pour aller chercher une belle place au général. Hier, à la pédale, il est largement dans le top 10 de ce Tour de France. Largement, j'exagère un peu. Mais il a largement le top 10 du Tour de France dans les jambes. Voilà, après, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut continuer de jouer le classement général ou est-ce qu'il veut chercher des étapes? Mais j'ai quand même l'impression qu'il a du mal à se séparer de cet objectif parce que s'il n'avait pas du mal, il aurait pas du temps sur le Ventoux hier plutôt que de s'accrocher comme un beau diable comme il l'a fait. Donc voilà, j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Je suis curieux de voir. Je pense je pense que Guillaume Martin va essayer d'aller chercher. Je pense que Guillaume Martin va essayer d'aller chercher une belle place au classement général, quitte à sacrifier des chances sur les victoires d'étape. Robin. Mais surtout, Martin là, il est 9e au général, c'est ça? Il Il n'a jamais fait top 10. Il n'a jamais fait top 10, il a fait 11 et 12. Donc, il doit quand même y voir une opportunité de faire un premier top 10 sur le tour. Et forcément, tu te poses la question et c'est dur de te dire « Ah, ça, je ne l'ai jamais fait, je vais faire exprès de le laisser partir. » Sachant qu'il y a quand même la moitié du tour qui est passé et que les possibilités d'aller chercher des étapes, pour Guillaume Martin, vu son profil, il n'en reste pas énormément quand même. C'est ça. Et puis, on l'a vu, il a pris les étapes, il a toujours été battu. Peut-être que lui aussi se dit que gagner une étape, c'est quand même aléatoire, que c'est pas donné à tout le monde et que il y a des risques quand même qu'il ne gagne pas, qu'il perde du temps, qu'il oublie la lutte au général et qu'il ne gagne pas d'étape. Ça, je pense que ça risque de le faire chier. Il est plus dans la course. Surtout si tu te dis que tu as lâché ta 9e place, que tu n'as jamais fait 9e. Quoi. C'est ça. Donc, alors après, il pourrait toujours jouer le maillot à poids. Ça peut être aussi un double objectif s'il va chercher les étapes. Mais pareil, ça, il a déjà du retard. Donc, voilà, écoute, il est 9e. C'est quand même assez ouvert devant, avec des gens comme Lutsenko, que j'imagine pas forcément tenir 3 semaines. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher pour Martin. Donc, espérons. Que pensez-vous de Cosnefroy sur ce tour de Mandel Maria? On l'a vu aujourd'hui essayer d'aller dans l'échappée d'ailleurs. Ouais, pas de chance. Je crois que c'est lui qui est à l'origine de l'échappée. Il a un problème mécanique, si je dis pas de bêtises. Entre le manque de chance, les chutes, etc., c'est quand même difficile de donner une conclusion pour l'instant sur le tour de Benoît Cosnefroy. Il reste encore une semaine et demie avec des belles opportunités pour lui. Voilà, on va voir. Il peut pas être malchanceux pendant 3 semaines d'affilée, c'est pas possible. À partir du moment où physiquement ça va, j'imagine quand même qu'on peut le voir, notamment sur l'étape de samedi à Quillan ou les petites étapes de transition de la semaine prochaine pour faire un truc. Donc on va voir. Adri PLTR demande quelle stratégie pour la Movistar maintenant que Mas a perdu du temps en fin de l'offensive. Je remets le classement général. Ils ont roulé aujourd'hui. Et 8e. Ils ont roulé aujourd'hui. Ils ont roulé après le. Pourquoi ils ont roulé après le sprint massif. Enfin, après le sprint intermédiaire, pardon. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Jalabert ne savait pas pourquoi non plus. Alexandre Pasteur non plus. Moi, j'ai ma théorie en fait. Moi, je pense qu'il voulait peut-être tenter une bordure, mais il n'y avait pas de vent. Donc, il n'y avait pas de vent. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils étaient punis. Je sais pas. C'est quoi ta théorie, Joseph? Moi, je pense que désormais, ils font des trucs comme ça exprès pour qu'on parle d'eux et qu'ils aient cette réputation-là. Non, mais je te jure, hein, pour moi, ce sponsor-là est présent. En fait, ça ne changera rien leur présence en termes de sponsoring. Je pense qu'ils ont leurs clients de téléphonie mobile. Je ne suis pas sûr que leur présence leur attire un nombre de clients incroyable. Par contre, je suis sûr que ce genre de tactiques qui n'ont aucun sens, c'est pas la première fois que ça arrive. Et j'ai l'impression qu'ils cultivent un peu cette image-là parce que ça fait d'eux une équipe différente et que ça leur coûte pas grand-chose, en fait, si tu veux. C'est qu'au lieu qu'on parle pas du tout d'eux, en fait, qu'on parle en bien ou en mal d'eux,
les gens prendront un forfait Movistar ou non, en fait. Ça change Ouais, aucun impact, j'ai l'impression. ouais, mais Non, mais je tu as pense quand que même. le Vas-y, Robin. directeur sportif, il réfléchit pas avec ça. Ouais, Le c'est ça. directeur sportif, il peut pas Ouais, réfléchir mais je pense avec qu'ils est-ce que sont. le mec en Espagne, il va prendre son forfait chez Movistar. Ouais, mais j'ai l'impression que ça se passe tellement souvent que j'ai l'impression qu'ils sont complices de ça. Ouais, Non, peut-être mais qu'ils en jouent. Non, mais il y a peut-être un côté où ils en jouent. Mais C'est le fumeux, hein, ce vrai que je dis, côté, mais je cherche des explications, quoi. il y a quand même des objectifs. Il y a quand même des objectifs d'équipe J'ai fatigué. qui ont été décidés au départ du Tour de France avec certains leaders. Bon, alors, les circonstances de course ont fait que un Miguel André Lopez est loin du compte, notamment. Mais bon, tu as quand même Enric Mas, 8e. Tu as encore des choses à jouer dans ce Tour de France. Je ne comprends pas l'idée d'envoyer un mec en échappée avec Arviti. Ça, oui, ça c'est bien. Parce que pour le coup, la Movistar, Il n'aurait pas servi à grand chose dans le peloton. ouais, et c'est la première fois qu'on voyait le maillot Movistar sur ce Tour de France et qu'on parlait un peu d'eux. En plus, il fait 2. En plus, il fait 2. Mais par contre, non, je pense que Joseph, t'exagères un peu quand même. Non, mais vraiment, moi, j'ai annoncé que c'était une théorie fumeuse. Enfin, que c'était une théorie, mais c'est un peu fumeux. Mais je cherche des explications Moi, je pense que ils font c'est n'importe logiques quoi. et j'en ai pas Ils font aujourd'hui. Je pense n'importe quoi. qu'ils ont un truc en tête. Je pense qu'ils ont un truc en tête quand ils démarrent, mais que c'est un peu original et que ça fonctionne pas, quoi. Mais il Mais, faut. mais moi, je suis sûr qu'ils font ça pour qu'on se dise, voilà, on veut avoir l'explication sur Netflix. Ouais, Non, je pense pas. c'est possible parce que finalement, on parle beaucoup d'eux. Bah ouais, S'ils couraient normalement, mais ils ont pas, en fait, ils il courent n'y aurait rien à normalement, dire. mais d'un autre côté, ils n'ont pas les leaders pour faire parler d'eux. Il n'y a pas grand-chose à dire, finalement, depuis le départ de Quintana. Il y a très peu de choses à raconter sur cette équipe, quoi. Enfin, il suffit de regarder les séries Netflix, hein, les embroglios avec Marc Soler. De toute façon, Marc Soler ne sera même plus l'année prochaine. Euh, Pas grand-chose à raconter. Et encore une fois, sur le Tour de France, il n'y a pas grand-chose à raconter. Enric Mas est un Le problème, coureur. c'est aussi dans Enric Mas est ton insipide à la recrutement. mort et c'est leur leader. Mais le problème, c'est de t'enfermer dans un type de recrutement où tu vas toujours chercher le même type de coureur. Tu vas toujours chercher des leaders pour le classement général, des mecs qui généralement Hispanophone. vont ils vont prendre des éclats contre la montre. Alors encore le côté hispanophone, je peux comprendre parce que c'est plus facile de t'intégrer dans une équipe comme Movistar si tu parles espagnol. Mais tu vois, un mec comme Carapaz, bon, évidemment, il y a eu des bisbilles d'agents, etc. Mais c'est un mec que tu dois jamais laisser partir. Bien sûr. Et surtout, si tu veux un Colombien, bah, va chercher Bernal, quoi. Au lieu de mettre tes billes sur Mas et Lopez, bah, tu réunis tout ça en un seul mec et tu mets sur Bernal et au moins tu vas gagner des grands tours. Même si je pense que Lopez, ils ont vraiment pas de chance pour le coup. Oui, mais cette année, même à mon Lopez, avis, il arrivait très fort. Lopez, tu fais venir un gars qui était déjà plutôt bien entouré chez Astana, tu vas pas l'entourer beaucoup mieux, et tu le fais venir dans une autre équipe, et il n'avait jamais gagné de grand tour. Pourquoi il va se mettre à en gagner chez Movistar? Enfin, il n'y avait pas vraiment de Je trouvais qu'il y avait différence. Tu vas ni chercher un espoir, ni un mec à qui tu vas offrir un meilleur environnement. Donc tu transvases Lopez d'une équipe à l'autre, mais ça change pas grand-chose en vérité. Donc non, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu persistes. Non, mais je trouvais que les 2 dernières années de Lopez, elles étaient hyper intéressantes après son podium à la Vuelta. Je trouvais vraiment que quand tu fais t'enchaînes top 10 au Giro, après tu fais 6e du Tour et que surtout son début de saison, il était très bon et je trouvais vraiment qu'il y avait une montée en puissance. Donc je l'imaginais avec un Enric Mas qui potentiellement lui permettait aussi d'avoir un co-leadership intéressant. Je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Ça n'a jamais marché, ça. Ça fait 15 ans qu'ils le font, Movistar. Ouais, mais Il y ils a avaient eu Valverde carrément 3 Rodriguez, têtes. il y a eu Valverde Quintana, il y a eu Quintana Landa Valverde. Ouais, mais Pour ça moi, marchait ce pas qu'il parce faut. que les mecs, je trouvais qu'ils Quintana, c'était avaient pas un des peintre, quand objectifs même. qui Quintana, n'étaient pas dans leur corde. mais Quintana, c'est le mec le plus fort qu'ils ont jamais eu pour gagner un grand tour, hein. Et lui n'a pas réussi à gagner le tour. Il a gagné le Giro et la Volta, mais si tu vas pas chercher mieux que Quintana, Peut-être. tu feras pas mieux que ce qu'a fait Quintana, quoi. Je suis d'accord Et avec surtout, Robin. tu avais Landa, qui était un mec avec du panache qui t'offrait autre chose. Tu le gardes pas. Soler, qui est pareil pour moi, qui devrait pas jouer les grands tours, mais qui est un mec qui peut aller te chercher des classiques et qui peut te faire des coups sur des étapes, etc. Tu t'embrouilles avec lui, tu le gardes pas. Carapaz, pareil, tu le gardes pas. Et tu gardes que des mecs qui ont le même profil.
Pour Après, moi, Paul Lopez et Guiga dit Mas, c'est aussi Quintana en moins quelque bon. chose de potentiellement vrai, c'est que c'est peut-être pas. Réfléchissez un peu. Alors, on se met à réfléchir, Poggi, t'inquiète. Mais peut-être que c'est pas le même budget aussi, hein. Après, je pense que Enfin, Lopez, un il coûte Lopez pas, il et coûte pas que dalle, un hein. Enric Mas, ça coûte très très cher quand même. À mon avis, Movistar Ouais. a quand même un très très beau budget. Un dernier mot, les gars. Une dernière question. Est-ce que il y a une question qui vous intéresse Ouais, plus moi que j'ai vu passer, c'était l'une et tout à l'heure, l'autre? c'était une question de Mathieu Goupil, je crois. Il disait, est-ce qu'on est plutôt Eurosport ou France Télé? Je zappe, bon, entre les deux. Moi, j'avoue que je regarde un peu les deux. Ouais, Et moi ce aussi. qui me fait basculer de France Télé à Eurosport, souvent, c'est la pub Ouais, moi sur aussi. France Télé. Mais par Généralement, je contre, démarre sur sur France France Télé, tu Télé as quand il y a... t'as plus d'interviews aussi avec C'est ça. Nico G qui est sur la route, donc c'est sympa aussi. Exactement. Mm. Non, moi j'avoue que France Télé, c'est un peu mon truc historique parce que j'ai eu l'habitude quand j'étais gamin de regarder sur France Télé et du coup j'ai cette attache. Mais j'aime bien le fait que sur Eurosport, il n'y ait pas de pub. Ouais, non, mais Enfin, c'est ça. sur le player. Moi, France Télé, il y a un peu ce côté historique. J'aime beaucoup Alexandre Pasteur et Jalabert. J'aime bien, comme vous le dites, les apports de Vauclair et de, euh, et de Nicolas Jay, que je trouve aussi très bon. Euh, Après, oui, il y a le problème des pubs. Le problème des pubs, et ça me fait souvent aussi passer, comme toi, Robin, sur Eurosport. Après, t'as le post-course où, pour le coup, je trouve les analyses de Jackie Durand et de Stichet bien plus intéressantes que tout ce qui peut se passer sur Vélo Club. Mais d'un côté, sur Vélo Club, on en parlait avec Robin la dernière fois, tu as plus de réactions, tu as plus d'infos post-course. Donc voilà, c'est compliqué. C'est Les deux deux se retransmissions complètent bien, quoi. très différentes. Il y a le En problème. vérité, moi je trouve que les deux traitent bien le truc, hein, tu Oui, vois. oui, Tu c'est dis, ça. C'est pas à du France tout. Télé, Oui. Pasteur, enfin le groupe fonctionne bien. Pasteur, Jalabert et Marion Rousse, quand elle était là, bon, elle n'est pas là cette année, ça marche très bien. Et comme tu dis, Jackie Durand et Steve Chenel à Eurosport, ça marche très bien aussi. Donc Ouais. je trouve que d'un côté ou de l'autre, t'es pas trop perdant en Pour, vérité. pour moi, c'est deux très bonnes couvertures, tous deux dans des styles différents, avec leur ton, le ton différent. Et après, c'est un peu à chacun ses préférences, quoi. Clairement, clairement. Ok, bon bah voilà les gars, on en a terminé pour aujourd'hui en ce qui concerne l'actu. On va se poser sur un petit quiz. Du coup, il y a 4-3, c'est ça pour Robin? Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, et ben aujourd'hui, il va y avoir des qui suis-je, tout simplement les gars. Qui Parfait. suis-je? Parfait. Voilà, exactement. Hop, hop, et le voilà. Je suis un coureur né entre 90 et 2000. Je suis un jeune coureur, pour vous dire exactement, de 24 ans. Je suis né en France. J'ai fait l'ensemble de ma carrière professionnelle David Gonu? dans la même équipe. Non, ce n'est pas David Godu. Cosnefroy? Ce n'est pas Cosnefroy. Madouas? Madouas, oui. Il m'avait pas mis. Hein, il m'avait pas mis. C'était le prochain. C'était le prochain. Félicitations. Bravo. 1-0 pour Robin. Deuxième, qui suis-je? Je suis un coureur européen. J'ai commencé chez Van Vliet en 2006. J'ai couru aussi chez Blanco Pro Cycling Team. Est-ce que vous vous souvenez de cette équipe-là? Tout à fait. Je serai sur la Vuelta cette année. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Molema? Non. Après ma participation en ce moment sur le Tour de France, je suis un peu en retrait, mais je travaille pour un leader qui a changé. Qui a changé. C'est plus le même leader. Exactement. J'ai fait 22e du Tour de Catalogne cette année, 21e du Tour de Romandie, 15e du Critérium. Mais surtout, j'ai fait de très beaux résultats en Grand Tour. Kruijswijk? Un Gezing. podium du Tour de France. bien joué. Exactement, Polo. Steven Kruijswijk dans le chat. Ça avait été trouvé Ouais, ils avaient l'air de l'avoir, ouais. rapidement par Pierre Pierre Co. Co.
Pierco, effectivement, l'a trouvé assez vite. Donc, félicitations à toi, Pierco. Qui suis-je? Je suis un peu de la même génération que Steven Kruijswijk, mais je ne suis pas néerlandais. Je suis européen comme lui, mais je suis italien. J'ai commencé ma carrière chez Liquigas. Nibali? Non, il est plus vieux, Et Nibali. pas Nibali. J'ai fait 23 grands tours dans ma carrière. J'ai été très présent sur ces courses de 3 semaines. Mais j'ai fait mon premier Tour de France en 2017 seulement. Des marquis Ce n'est pas des marquis. Et j'ai fait seulement 2 Tours de France parce que je ne suis pas présent sur ce Tour de France en ce moment. Quoique, je vérifie. Oui, je ne suis pas présent parce que j'ai fait le Tour d'Italie. Caruso? Ce n'est pas Caruso. Je compte 5 victoires professionnelles dans ma carrière, dont 2 sur Grand Tour. J'ai gagné une étape de la Vuelta en 2012 et une étape du Giro en 2019. J'avais gagné devant Mattia Cataneo à Côme. Giro 2019. Non. Je suis actuellement dans une équipe dont le nom commence par un M. Cataldo? Bravo, Polo. Ah, ouais. Dario Sans, Cataldo. sans faire le mec, je l'ai vraiment. Enfin, c'était pas au pif, hein, mais je le sentais Ah, pas. bah, Quoi. En sortant, C'est Thibaut j'étais qui pas l'a sûr trouvé de premier, moi. je crois. Je cherchais un mec et tout. Enfin, je cherchais Cataldo et je pensais à Capecchi. Et je me disais, non, c'est pas lui et tout, mais c'est un truc pas loin. Et je trouvais pas. Eros Cataldo. Eros Cataldo. Pas simple le prochain, les gars. Ok. N'était pas simple celui-là non plus. Hein. Non, non, ça... non, ils sont pas simples. Ils sont pas simples. Mais c'est bien quand les indices sont durs au début, comme ça. Ouais. Les Français de 24 ans, on évite que Robin il les fasse tous, quoi. J'en ai fait 2, t'en as fait 1. Attends. Oui, mais ça, l'histoire ne s'en souviendra pas. 2-1 pour Polo. Ok. Je viens d'avoir 30 ans cette année. D'après Pro Cycling Stats, d'ailleurs, je fais un peu plus de 60 kilos, mais pas beaucoup plus. J'ai commencé ma carrière chez la Léopard Trek en 2012. J'ai ensuite été chez Ethics avant de rejoindre une Juliana équipe. Redondo? Non. Léopard Trek à ce moment-là était une Conti Pro. Et ensuite, j'ai rejoint Ethics qui était aussi une Conti Pro, puis la CCC, aussi une équipe pro-continentale. Sorensen? Ce n'est pas Sorensen. Cette année, j'étais sur le Tour de Suisse et je n'ai pas été partant sur la 4e étape. Mathias Franck? C'est pas Mathias Franck. Très peu de victoires dans ma carrière. 2 victoires seulement sur le Tour d'Autriche en 2016. Aujourd'hui, j'ai rejoint une équipe. C'est dur. Je suis présent chez Intermarché ou Anti-Groupe Gobert. Matériaux. Guillaume Van Kersbruck? J'ai fait le Giro. Bulk. Ce n'est pas Van Kersbruck. Ah putain. Il a fait le Giro d'Italie. Je viens d'un pays qui a été une des surprises de l'Euro de football. Il a fait le Giro Honoré? Ce n'est pas Honoré. Non, t'as dit qu'il est chez. Il est chez Intermarché. Je suis chez Intermarché. Un Danois chez Intermarché, j'en ai jamais. C'est pas un Danois. Niklas Egg? Non. Je suis tchèque. Tchèque? Ouais. Yann Hirt? Bravo, 2-2. Qui l'a trouvé dans le chat? Potentiellement, quelqu'un peut l'avoir trouvé assez tôt. Ah ouais, c'est trouvé déjà. C'était tombé. 30 ans. Pogiga. Non, c'est tombé avant. Architecte numéro 10. Encore architecte numéro 10, quelle machine. Ah, bravo. Félicitations. Bravo les gars. Ok. Un dernier, les amis, pour la route. Celui qui va décider de tout. Qui est-ce que je vais choisir? Tac, tac, tac. Putain, c'est serré, hein. Ouais, le 2-2, là, il est... C'est des bonnes joutes. Il y a un peu de tension. Tiens, toi, je t'aime bien. Tu vas décider. TJ Van Garderen. C'est vrai que je l'aime bien.
J'ai démarré ma carrière professionnelle en World Tour à la Team Giant. Je suis né après les années 90. Je compte déjà 2 victoires en professionnel, les 2 victoires sur le Tour de l'Ain. Non, d'ailleurs, une seule victoire sur le Tour de l'Ain et j'ai gagné le classement général du Tour de l'Ain en 2016 devant Bart Declercq et Pierre Latour. J'avais donc gagné le maillot de meilleur jeune. En termes de grands tours, j'en ai fait 4 dans ma carrière. J'ai fait une fois la Vuelta, 3 fois le Giro, mais je n'ai jamais fait le Tour de France et je ne suis pas présent sur le Tour de France car je suis dans une des grosses cylindrées du peloton. Putain. Mon profil, j'ai été dès le début de ma carrière un Tour de l'Ain, potentiel espoir pour gagner des grands tours, mais j'ai été surtout recruté dans ma nouvelle équipe après la Team Giant, qui est devenue la Sunweb. En 2020, j'ai été recruté par la grosse cylindrée pour accompagner un très grand leader. Très grand leader qui a été battu sur un contre-la-montre pour la victoire sur le Tour de France l'an dernier. Bennett. J'ai actuellement 25 ans, ce n'est pas Bennett. Le reste de plus? Ce n'est pas de plus. Je suis champion du monde du contre-la-montre par équipe 2017. Sepkus. Ce n'est pas Sepkus. Il n'a jamais fait le tour, on a dit. Ouais, pardon. Koen Bouwman. Non. J'ai terminé 8e du Tour de Suisse Ça m'emmène. 2021. Oh, Ça putain. m'emmène. Félicitations au Robin. On a été nuls. J'arrivais pas à faire la connexion Sunweb Jumbo. Ouais. Putain, Ça de a été ouf. trouvé assez rapidement Ça par m'emmène, Steve ça Écoute. Félicitations. Et non, il n'y en a pas d'autres. Ah, Je dis, des fois que je suis filmé, je suis comme ça. Là. Bravo. Bien joué, Galvan. Tu avais été plus rapide que nous quasiment à chaque fois. Ouais. On n'a pas été. C'était pas affilié. Oh, putain, ouais. Et c'est parce que je ralentis un peu le rythme dès qui suis-je. Du coup, vous avez un peu moins de chance, mais au moins, il y a un peu plus de suspense entre vous sur les indices que je lance. C'était très bien. Du coup, je pense que ça avantage un peu le chat, mais il faut quand même les trouver. Donc vous êtes bon dans le chat. Bravo, Robin. Du coup, ça fait 5-3. Merci. Bravo. Bon, l'étape, on a bien Robin, fait de nous aujourd'hui, mais comme quoi, 1h15 ensemble, c'est très fort. Ah oui, on a toujours des choses à raconter. C'est pour ça qu'il faut venir tous les soirs. Exactement. Apparemment, on a toujours des trucs à dire. Merci, Robin, pour ta rétro, notamment. C'était assez top aujourd'hui. Ouais, très cool. Merci, Joseph. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ces autres rétros en rediff sur YouTube. On met toutes nos émissions. Polo met toutes nos émissions. Et en plus, il y a toujours Rémi Baroche dans les commentaires qui met les timecodes. Donc, ça régale. Vous il régale et vous pouvez trouver facilement. Je lui ai envoyé un petit message tout à l'heure pour le remercier. Parce qu'il régale. Il met tous les timecodes, le débat, la rétro, la preview de l'étape, etc. Et ça déchire. On se retrouve demain, du coup, pour une nouvelle quotidienne et surtout une nouvelle chanson. Ciao, ciao les rollers. Salut.